Bonjour à tous, bienvenue sur ce cycle de formation intitulé Le b.a.-ba de l'urbanisme à destination des élus de l'Isère. Le CAE de l'Isère, en partenariat avec l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise, la Direction départementale des territoires, les EPFL que sont l'établissement public foncier local du Dauphiné et l'établissement public de l'Ouest Rhône-Alpes, vous propose un cycle qui s'articule de la manière suivante. 3 formations qui abordent l'urbanisme. Une première, introduction au document d'urbanisme. Une seconde, intitulée Introduction à l'urbanisme de projet. C'est le module que je vais développer juste après. Et une troisième, Introduction aux outils juridiques de la maîtrise foncière. Pour partager ces éléments et que vous puissiez avoir accès à tous ces contenus, nous vous proposons les éléments suivants. Des webinaires, donc des temps live d'échange avec les différents intervenants. Vous avez les dates qui s'affichent à l'écran. Et aussi des modules complémentaires qui vous permettent à tout un chacun de pouvoir aller, quand vous le souhaitez, approfondir les différents sujets. En l'occurrence, l'introduction à l'urbanisme de projet, le thème que je vais développer juste après, s'articule en 5 modules qui ont été enregistrés par le CAE de l'Isère et moi, donc Thibaut Boularan, chargé de mission au CAE, l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise et la DDT. Ce que je vous propose, c'est sur un format d'environ une dizaine de minutes, de balayer les grandes questions que les élus peuvent se poser lors d'une démarche de projet. Alors, quand on parle de projet, qu'est-ce que l'on parle? C'est un but que l'on se propose d'atteindre, mais c'est aussi un futur désiré, hein, et puis c'est une méthode qu'on va mettre en œuvre de manière à pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, quels objectifs? On a fait une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, mais qui permet de balayer les grands enjeux que le CAE peut rencontrer lors de ses actions de conseil aux collectivités auprès des élus du territoire. Alors, des enjeux de qualité du cadre de vie, de qualité architecturale et d'identité du lieu, de mise en valeur du paysage, des objectifs aussi de réponse à des besoins de logement sur le territoire, des besoins aussi de développement économique. Un enjeu fort, et on le voit à l'heure actuelle avec la crise du Covid, c'est la question des centres, de dynamiser, revitaliser les centres-bourgs, centres-villes, centres-villages, avec les liens qu'il y a avec la question du lien social, de mixité aussi au sein de la population. Il peut y avoir aussi à travers ces projets des besoins de réorganiser les équipements publics, d'accueillir de nouveaux équipements, de repenser aussi les espaces publics qui font du lien entre tous ces éléments qui composent nos tissus urbains, avec des espaces publics qui sont aussi supports de circulation, circulation automobile, mais mode doux, comment on concilie l'ensemble, quelle place on donne à l'automobile dans ces ensembles urbains, intervenir aussi sur des tissus différents, hein, en réhabilitant, rénovant, en intervenant sur l'existant avec ces notions de couture urbaine qui sont assez importantes. Et enfin, il peut y avoir aussi des objectifs de valorisation du foncier communal. L'approche qu'on conseillerait sur une démarche de projet, la première approche pour nous, elle doit être sensible, c'est une approche paysagère. Aller sur site, visiter le site, se poser des questions, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, ça nous semble être l'entrée essentielle et fondamentale pour tout projet. Alors, on a pris l'exemple d'une commune du sud de l'agglomération grenobloise. En l'occurrence, si on s'arrête un petit peu sur cette photo, on peut voir des choses tout à fait intéressantes. On peut voir bien sûr un grand paysage qui est omniprésent, hein, qui est au bout de chaque rue. On peut voir aussi des linéaires de voirie qui sont assez importants, très généreux, et puis aussi rectilignes, hein, donc avec les conflits d'usage que ça pourrait provoquer entre circulation automobile, piéton. D'ailleurs, on voit qu'on a des aménagements ponctuels ça et là pour essayer de réduire la vitesse. On peut constater également qu'on a des espaces publics qui sont entièrement minéralisés, hein, avec les problématiques d'îlots de chaleur qu'on pourrait rencontrer en été. Comme vous pouvez le voir, de part et d'autre de la rue, on a vraiment un linéaire d'enrobé qui est développé. Un point aussi intéressant, c'est le système vert. On peut remarquer qu'on a des alignements d'arbres importants sur l'espace public, mais aussi en cœur d'îlot sur des propriétés privées. Tout cela fait un système qui peut donner de la qualité aux espaces publics, de l'agrément sur lequel on peut s'appuyer. Si on fait ce travail rapidement sur une collectivité rurale, là on est dans le Trièves, c'est la commune de Mins, on peut voir que les lignes de crête sont très présentes et omniprésentes dans le paysage. On a la silhouette du village qui est très bien dessinée avec une architecture de toiture, de tuiles écailles. On devine facilement derrière ces alignements de toiture les rues, où sont les différents axes du bourg. On a une transition entre
tissu bâti et espace agricole qui est pas du tout progressive, hein. Vous voyez, on a une grande plaine agricole qui vient jusque devant les premières constructions. On a des éléments qui sont intéressants aussi avec des arrières, des jardins qui se sont développés avec des jardins boisés et des arbres de haute tige. Et voilà l'espace agricole qui est très présent. On peut lire aussi des éléments topographiques comme la pente. On peut lire également des alignements d'arbres et puis ça et là la présence d'un cours d'eau avec des alignements d'arbres qui viennent nous le notifier de manière assez discrète. À cette première approche paysagère et sensible de site que tout le monde peut réaliser, hein, tout élu peut réaliser, il y a des éléments en termes de développement durable et de lutte contre les effets du réchauffement climatique qui nous semblent aussi importants à questionner dès le début dans une démarche de projet et croiser ces enjeux environnementaux avec les objectifs des élus. La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation à ces effets est essentielle. La question des îlots de chaleur se pose de plus en plus. Il y a aussi une lutte contre l'imperméabilisation des sols, ainsi que la prise en compte de la question de l'eau, qui peut être un allié dans les nouveaux aménagements. Limiter l'étalement urbain, poser la question d'où est-ce qu'on se développe, privilégier les développements au cœur du tissu urbain plutôt que sur les espaces agricoles et naturels. La présence d'éventuelles friches aussi est tout à fait intéressante. On peut les réhabiliter et partir sur de nouveaux usages, de nouvelles fonctions. Les questions énergétiques aussi sont importantes, à agir sur les questions énergétiques et sur le climat, les déplacements. La question des déplacements est à envisager, les déchets, sites et sols pollués, ainsi que la question du bruit. Et enfin, la question de la biodiversité et des paysages est également à prendre en compte dans ces grands objectifs du développement durable. Une autre question à se poser en début de projet, c'est celle de la participation habitante. Quel rôle est-ce que je veux donner à mes habitants dans le cadre d'une démarche de projet? Vous avez sur la gauche de cette image les différents degrés de participation habitante qu'on peut incorporer à une démarche de projet, de la formation, là où on va, par un bulletin municipal ou une réunion publique, donner des éléments, faire connaître ces projets aux habitants. On peut aller un petit peu plus loin en les consultant pour leur demander leur avis sur tel ou tel point. On peut, sur des items aussi préalablement définis, aller demander aux habitants de contribuer sur certaines choses pour enrichir le projet, l'enrichir, et bien sûr, le choix final reviendrait aux élus. Il est possible aussi d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire d'être dans une co-construction, co-décision, dans laquelle les élus et les habitants se partagent la décision. Ces modalités de participation, bien sûr, doivent être préparées en amont. Et un constat que l'on fait, c'est que les habitants sur ces projets ont une appétence très forte pour être associés et ont une qualité qu'on appelle expert d'usage. C'est-à-dire que pratiquant les lieux régulièrement, ils peuvent apporter des informations qui sont tout à fait intéressantes et enrichir la démarche de projet. Et les associer très en amont dans la démarche est aussi très positif pour toutes ces réflexions. Des partenaires aussi à consulter, à ne pas oublier, ce sont les différentes collectivités locales qui peuvent apporter leur ingénierie, communes, EPCI, départements, régions, les parcs naturels régionaux et nationaux, les services de l'État, les organismes parapublics, EPF, AURG, CAUE, AGDN, ALEC, ADIL, les habitants, on en a parlé tout à l'heure, les usagers, les propriétaires fonciers aussi, hein, qui peuvent tout à fait être partie prenante de ces démarches, les porteurs de projets. On peut très en amont aller chercher les personnes qui peuvent réaliser les objectifs de la collectivité. Et enfin, on a également les associations qui peuvent être très utiles sur ce type de démarche. Alors, une question qu'on peut également se poser en amont des démarches de projet, c'est quelle connaissance est-ce que j'ai de mes réseaux, de mes équipements, ainsi que de la topographie. Alors, les réseaux secs, électricité, fibre, téléphonie, humides, eau potable, eau usée, eau pluviale. Est-ce que ma station d'épuration a capacité à accueillir de nouveaux habitants si c'est un des objectifs? Voilà. La topographie il ne faut pas négliger la question de la topographie, car c'est un point qui peut être très impactant, notamment en termes de coût d'aménagement. Voilà. Donc, c'est des éléments à prendre en compte très en amont dans les démarches de projet. Un autre point essentiel dans ces démarches, c'est la dureté foncière. Quelle connaissance est-ce que j'ai du foncier sur lequel je souhaite intervenir? Est-ce que c'est du foncier public, privé? Si c'est du foncier privé, quel est l'état du morcellement? Est-ce que c'est très morcelé? Est-ce qu'il y a plusieurs propriétaires? Est-ce que ce sont des indivisions? Est-ce que je connais les propriétaires?
Ensuite, pour préparer la stratégie que je vais mettre en œuvre, c'est quels sont les outils de puissance publique que je souhaite mobiliser? Est-ce que je m'en tiendrai à une acquisition à l'amiable ou est-ce que j'envisage d'autres outils? Dans ce cas-là, suis-je en mesure de conduire une déclaration d'utilité publique ou une expropriation? Est-ce que j'ai sur mon territoire un établissement public foncier qui peut m'accompagner? Voilà, ce sont également des éléments à avoir en tête avant de lancer une démarche de projet. En fin de compte, il y a des stratégies d'aménagement qui sont très variées, avec des investissements tout à fait graduels de la collectivité. En tout cas, chaque stratégie implique une durée et une taille de réalisation, une part de risque qui va faire qu'on a des opérateurs privés qui vont se positionner de manière tout à fait différente sur un même département. Sur des secteurs où on va avoir une pression foncière importante, on aura peut-être beaucoup de partenaires possibles pour que les collectivités réalisent leurs objectifs. Sur des secteurs un peu plus détendus, on aura beaucoup plus de difficultés à avoir des partenaires qui vont réaliser les objectifs. Donc, par voie de conséquence, la collectivité devra peut-être prendre davantage d'initiatives et que ce soit en termes d'ingénierie ou en termes d'aménagement, aller un petit peu plus loin dans son engagement. On a des complexités qui sont plus ou moins élevées. On a des programmes aussi qui peuvent être plus ou moins compliqués, donc qui sont anticipés en termes de stratégie. Le marché immobilier, j'en ai parlé tout à l'heure. On a des procédures opérationnelles qui peuvent être tout à fait différentes. En fin de compte, à chaque projet, on aura un montage et une procédure qui peut être adaptée et différente. Enfin, il y a des choix également anticipés sur les modes de gestion. Donc, à retenir, c'est vraiment chaque projet a une stratégie différente et ce sont des points qui seront développés par la DDT et l'Agence d'urbanisme dans les modules suivants. Alors, une étape qui peut aider les collectivités à construire une stratégie, ce sont les études préopérationnelles. En l'occurrence, passer par ce type d'étape permet de valider techniquement et économiquement le projet et ça constitue aussi un outil dans la négociation et dans la collaboration avec un aménageur, un opérateur, un bailleur social, un promoteur. Vous avez à l'image deux illustrations. On a une petite étude de faisabilité sur un secteur d'OAP en haut à droite et en dessous, on a un bilan d'opération pour voir financièrement à quelle hauteur se chiffre le déficit. Des compétences plurielles sont à mobiliser pour réaliser ces études. Les élus vont s'adjoindre des compétences en montage d'opération, en économiste de la construction et enfin des compétences de paysagiste, de programmiste, d'urbaniste qui vont permettre de représenter spatialement les choix qui ont été opérés par les élus. Ça permet en fin de compte de définir les conditions de réalisation des projets et de donner davantage de certitude aux élus sur leur projet d'aménagement. Alors au final, un outil qu'on retient dans ces démarches de projet, c'est celle de la feuille de route. Quel est mon programme? Qu'est-ce que je souhaite réaliser? Un conseil que l'on prodigue, c'est par rapport au projet, c'est de définir quels sont les invariants, qu'est-ce qui n'est pas négociable dans mon projet urbain. De faire cette liste-là permet de savoir si la proposition qui sera soumise aux élus correspond à leurs attentes et s'ils doivent aller plus loin dans la collaboration avec un opérateur. Il y a aussi la question de l'investissement financier de la collectivité. Si dès le départ, la collectivité ne souhaite pas réaliser un investissement financier, cela veut dire que toutes les étapes, les études préopérationnelles, comme j'ai pu vous les présenter, ou les éventuels investissements financiers ne seront pas réalisés. Donc, ce sera une opération privée qui sera nécessairement encadrée par le PLU. Alors, les objectifs aussi, c'est très important, on revient un petit peu dessus, d'identifier les objectifs essentiels en termes de composition, de lien avec l'existant, en termes de programme de logement, en termes de typologie. Est-ce que je vais sur de l'habitat individuel, intermédiaire, collectif? En termes de parcours résidentiel, quel est le besoin sur ma commune? Est-ce que les primo-accédants sont obligés de quitter le territoire? Est-ce qu'on trouve des petits logements pour répondre aux besoins des familles monoparentales, des personnes âgées qui souhaiteraient se rapprocher du centre et de ses commerces et services? Voilà, ce sont des éléments de programme à définir assez en amont également. Et puis en termes de fonction, est-ce que je propose uniquement du logement? Est-ce que j'ai une opération qui est plutôt mixte avec des commerces et des services? Voilà, tous ces éléments ces objectifs sont à définir de manière suffisamment précise, de manière à ce que les élus puissent les porter. Et ça permet de juger des opérations qui sont proposées et d'installer une collaboration qui soit intéressante avec les partenaires. Et enfin, un point
à ne pas négliger, c'est l'investissement temporel et financier de la part de la collectivité sur ces démarches de projet. On est sur des projets qui dépassent souvent le temps d'un mandat et qui demandent un investissement important pour les élus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant je vous invite à suivre le module numéro 2 qui est réalisé par la DDT et qui est suivi par le module numéro 3 qui est réalisé par l'Agence d'urbanisme. À bientôt.